Bonjour à tous, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. J'ai le grand honneur aujourd'hui de recevoir Thierry Janssen, qu'on ne présente presque plus du tout, hein. Donc ton parcours, c'est que tu as été médecin, tu es aujourd'hui psychothérapeute, conférencier et auteur depuis de nombreuses années maintenant. Ouais. Ouais. Et surtout fondateur et puis gardien de l'école de la posture juste. Tout à fait, effectivement. C'est depuis combien d'années maintenant On est dans la 9e année. 9e année, ok. Ouais. Ouais, c'est un joli Ça cycle, commence ça à- aussi. ça commence. Ouais. J'avais dit il faut 10 ans pour installer un projet. Mhm. Je pense que là ça commence à être bien Ça installé. commence à s'ancrer. Ok. Avant de commencer, je vais te demander, est-ce que tu veux boire quelque chose? Est-ce que tu veux un thé, un café, de l'eau, Un verre d'eau. un verre d'eau? Oui. Louis, un verre d'eau. Et pour moi, tu peux m'apporter un kombucha. Voilà. Donc on est dans l'espace du Wound Bar chez World of Nature, nouvel espace qu'on a créé. Et c'est notre première pour ce nouveau modèle, on va dire, qui en fait vient comme tu es. Donc pour moi c'était important de faire venir des auteurs pour qu'ils puissent parler d'eux, mais aussi parler de leur nouveau bébé, le tien entre autres, qui est ce nouveau livre, Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain. Donc aux éditions Guy Trédaniel. Il vient juste de sortir, c'est ça, il est tout chaud. Il y a quelques semaines. Quelques semaines, ouais. Alors je vais revenir sur le titre que je trouve intéressant. Donc déjà dans la manière dont il est présenté, Inventer des rituels contemporains, et puis pour vivre dans un monde incertain. Le monde est-il incertain? Je pense que par essence la vie est incertaine. La seule différence entre il y a 3-4 ans et maintenant, c'est que les gens s'en aperçoivent. Je crois qu'on passe beaucoup de temps à essayer de se raconter une histoire qui dit que tout est contrôlable, que tout est prévisible. Et en fait, depuis la crise de la Covid-19, j'ai le sentiment que dans le monde entier, les gens ont pris conscience que non, rien n'est fixé à l'avance, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, qu'on peut se retrouver enfermé chez soi simplement parce que les dirigeants le décident ou qu'il y a une crise qui survient. Et donc, cette incertitude maintenant est beaucoup plus présente, je pense, dans la vie des gens. Ok, d'accord. Et il y a plus d'angoisse aussi. Merci. Plus d'angoisse. Je crois que le fait de se rendre compte qu'on ne peut pas avoir autant de contrôle sur le cours des choses qu'on le voudrait génère de l'angoisse. Et donc, ça ne m'étonne pas, parce que j'ai constaté avec ce livre que le sujet des rituels est très actuel. Et je crois que c'est simplement parce que, effectivement, face à l'incertitude, ritualiser apaise cette angoisse. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait une sorte d'intérêt ou d'envie de parler de tout ça. Ok, d'accord. Au début, quand ton livre est arrivé, donc c'est vrai que j'ai été un peu surpris. Donc, alors je sais, parce que nous, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît, hein, maintenant presque bientôt 25 ans, quand même. Ça, je n'ai pas compté, mais c'est possible que ça soit bien. Parce que je crois que ton premier livre est sorti en 2001, Le travail d'une vie. Et je crois que c'est à cette période-là que je t'ai rencontré, donc ça fait 24 ans. Donc c'est vrai que le temps passe vite, effectivement. Et donc, je me suis dit, je vais un peu me replonger dans dans ta bibliographie, replonger dans tes livres. Et c'est vrai que j'ai vu une certaine évolution entre la personne que tu étais, la personne que tu es aujourd'hui, et le style d'écriture aussi qui a changé quelque part. Autant avant, tu étais dans des livres qui étaient quand même beaucoup plus costauds en ce qui concerne, on va dire, l'information. Il y avait quand même quelque chose où tu donnais beaucoup d'informations. Et ici, au départ, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, de quoi est-ce que ça va parler? Tu vois, alors au départ, je me suis dit, ça va être du style des protocoles à devoir mettre en place, etc. Je me suis dit, ça lui ressemble tellement pas. Et puis en l'ouvrant, en fait, je suis tombé sur quelque chose qui était très généreux, plus condensé en fait que la plupart de tes autres livres. Peut-être plus au laser aussi. En tout cas, moi j'ai trouvé. Et cette idée donc de rituel m'a questionné. Déjà sur le fait de se dire, mais finalement, c'est quoi la différence entre un rite, un rituel? Et donc, c'est en ouvrant ton livre, directement, en fait, j'ai vu que quelque part, tu en parlais de ça. Ah oui, dès le début, parce que, en fait, moi, j'ai pas décidé d'écrire ce livre. Ok. Jusqu'à présent, c'est mon 10e ouvrage, et j'ai toujours, pour les 9 précédents, je les ai portés en moi, et puis un jour, je ne pouvais plus les garder, il fallait que je les couche sur le papier, enfin sur l'ordinateur, et puis que je les partage. Et celui-ci, c'était pas du tout le même processus, c'est simplement il y a exactement un an,
un ami qui m'a téléphoné, il s'appelle Jean-Philippe de Tenac, c'est Oui, un ok, journaliste, je vois. essayiste, auteur. Et il me dit, Thierry, est-ce que tu te rends compte que pendant le premier confinement, tu as mis en place un rituel contemporain? Et je n'avais vraiment jamais réfléchi en ces termes-là. Et du coup, en parlant avec lui, je me suis dit, oui, il a raison. Le fait que tous les soirs, pendant 45 jours d'affilée, je propose sur Facebook une méditation pendant ce premier confinement, c'était une forme de rituel. Et alors, en parlant avec Jean-Philippe, tout d'un coup, il y avait plein de choses qui surgissaient. Et à la fin, il m'a dit, mais tu as de quoi écrire un livre? Mais avant d'écrire ce livre, il a fallu un peu se documenter. Et en regardant ce qui avait déjà été écrit sur les rites et les rituels, tout de suite, je me suis dit, waouh, c'est bizarre, parce qu'il y a comme une confusion entre le rite et le rituel. Il y a des auteurs qui semblent utiliser le mot de façon un peu indifférente. Tout à fait, et puis souvent l'un pour l'autre, et c'est très confusionnant. Ouais. Et donc, j'ai essayé d'avoir une définition, parce que s'il y a deux mots, c'est qu'il y a certainement deux définitions, il y a une nuance à apporter. Et je ne dis pas que j'ai la solution ou l'explication absolue, mais il me semble que l'on peut dire que les rites, c'est quelque chose qui surgit dans notre vie personnelle ou collective en rapport avec un besoin. Une sorte d'élan qui naît parce qu'il y a un besoin profond, que ce soit dans la vie de l'individu ou dans la vie de la collectivité. Et le rituel, c'est la manière de mettre en pratique cet élan pour répondre à ce besoin. Et je l'ai utilisé dans le livre, et puis je l'utilise très souvent quand on me pose la question sur les rites et les rituels. J'utilise l'exemple du baptême. Parce que le baptême, que ce soit un baptême religieux ou un baptême dans une université ou pour faire partie de tel ou tel groupe, il y a des tas de baptêmes comme ça, qui ne sont pas forcément religieux, eh bien c'est un grand rite qui répond au moins à trois besoins. Il y en a peut-être plus, mais il y en a au moins trois que j'identifie. Le premier, c'est besoin d'accueillir une nouvelle personne dans la communauté. Le deuxième, c'est de rappeler les valeurs de cette communauté. Et le troisième, pour celui qui se soumet au rite, c'est de montrer sa volonté de s'engager vis-à-vis de la communauté. Donc là, il y a un rite qui naît parce qu'il y a déjà au moins trois besoins. Mais après, les rituels de baptême, ils vont varier d'une école à l'autre, d'une religion à l'autre. On baptise pas au même âge chez les chrétiens catholiques, chez les protestants ou chez les orthodoxes. Donc ça, c'est la mise en pratique qui va changer en fonction des cultures, des époques. Mais le rite, lui, répond à un besoin. Ok, d'accord. Donc ce qui a motivé en fait l'écriture pour toi de ce livre, qui a fait lien, c'est la Covid, le fait qu'on était dans cette crise. C'est la conversation, beaucoup plus bêtement que ça, c'est la conversation avec mon ami Jean-Philippe, et en me disant, dans le fond, c'est vrai, ça vaut peut-être la peine de redonner un sens supplémentaire à ce que j'avais fait pendant ce Covid. Parce qu'en fait, j'ai pas décidé non plus de faire ces méditations. Ce n'est pas quelque chose où j'ai réfléchi qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter quelque chose aux autres, ou pour occuper mon temps. C'était pas ça du tout. Ce qui s'est produit, c'est que 4-5 jours après le début du premier confinement, on était au mois de mars 2020, et il y avait un autre ami qui s'appelle Ilios Kotsu qui me dit ça serait bien qu'on parle ensemble sur Facebook de qu'est-ce qui est en train de nous arriver, qu'est-ce que ça pose comme question, etc. Je dis oui, pourquoi pas. Et donc on avait décidé de se réunir par Zoom, et puis que ça soit retransmis sur Facebook. Et en fait, le Zoom est tombé en panne. Et je me suis retrouvé sur Facebook avec plusieurs centaines de personnes, mais plus d'interlocuteurs. Elios, il était chez lui, moi j'étais chez moi. Et donc j'ai dit à tous ces gens, si vous voulez, puisqu'il n'y a plus l'occasion d'animer une conversation, on peut peut-être rentrer en conversation avec nous-mêmes et chacun rentrer en méditation pour se reconnecter à nous, retrouver nos bases, notre essence, notre noyau. Et donc on a fait ça, et j'ai vu, parce que c'était sur mon téléphone portable, à l'époque, moi j'avais rien prévu, donc le téléphone était sur une pile de livres, il tenait sur la table, et il n'y avait même pas un très bon éclairage, mais en même temps, j'ai vu tout de suite sur l'écran du téléphone s'afficher des commentaires disant moi j'ai jamais médité, mais qu'est-ce qui m'arrive, ça me fait du bien, et j'ai envie de pleurer. Et donc j'ai proposé de se retrouver le lendemain, et puis le surlendemain, et encore après. Et ça a duré 45 jours.
Mais j'ai pas décidé, ça s'est fait comme ça. présenté en fait. Après, j'ai vu tous les bénéfices que j'ai pu avoir à titre personnel de ça, parce que ça structurait ma journée. Tous les soirs à 19h, je savais que j'avais rendez-vous avec parfois 5-10 000 personnes. Donc c'était vraiment un engagement. Bien sûr. Je me sentais un peu moins inutile. Et donc, voilà, ça a donné du sens à tout ce que j'étais en train de vivre pendant ce confinement. Et puis j'ai vu que ça avait manifestement touché beaucoup de gens, que ça avait aussi structuré un peu leur journée, que ça avait aussi donné du sens. Et donc, voilà, on n'a pas perdu notre temps. Bien sûr. Et c'était comme un rite de retour à soi, manifesté à travers un rituel de méditation. Et c'était une méditation, comme j'ai l'habitude de l'enseigner, notamment à l'école de la posture juste, une méditation en mouvement dans le corps, avec des principes du Qigong, du yoga, et puis bien sûr en assise par la suite, et ce que j'appelle alors une plongée dans le silence intérieur, où on ouvre le cœur, on détend la poitrine, c'est tantrique, hein, et là il y a quelque chose qui peut s'apaiser au niveau du mental, et donc ça favorise l'éveil de la conscience, puisque dès que le mental s'apaise, la conscience s'éveille. Donc le rite, tu dirais, est structurel, ça permet de structurer en fait le temps. Ouais. Structurer le temps, donner du sens, donner des repères, et dans ce sens-là, il a un effet absolument positif sur la vie des gens et sur la vie des communautés. Sur la vie des gens, déjà, ça c'est le médecin en moi qui est réjoui quand il peut apporter ce genre d'explication, mais on sait que dans notre cerveau, il y a une petite zone qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, et cette zone s'active quand il n'y a pas de sens, quand ce que nous vivons nous paraît absurde, où il n'y a pas de signification et il n'y a pas de direction aux choses, parce que le sens, c'est à la fois une signification à ce que nous vivons, mais aussi une direction pour ce que nous voudrions pouvoir vivre. Et donc, quand ce sens n'est pas là, le cortex singulaire antérieur s'active et génère de l'angoisse. Et si on restait prisonnier de cette angoisse, on ne pourrait pas penser, on ne pourrait pas agir, on ne pourrait pas se projeter dans le futur. Donc on doit pouvoir la calmer. Et ritualiser permet d'apaiser cette angoisse. Parce que ça nous donne des repères, ça nous donne parfois le sentiment de pouvoir interagir avec la réalité, d'avoir même un pouvoir sur la réalité, en posant tel geste, j'espère obtenir ceci ou cela. Et puis, donc biologiquement, c'est absolument positif, parce que le besoin de sens est un besoin biologique quelque part. Après, socialement, sociologiquement, c'est très positif aussi, parce qu'on sait que quand on ritualise ensemble, il y a nos neurones miroirs qui s'activent, ces neurones qui sont impliqués dans les apprentissages, qui font que si un enfant voit ses parents éplucher une pomme, eh bien, il va intégrer le mouvement à l'intérieur de lui, et il va pouvoir facilement le reproduire sans même qu'on doive lui apprendre. Donc avec ces neurones miroirs, quand on ritualise collectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'un sentiment d'unité, d'un sentiment d'identité collective, d'appartenance. Et ça crée de la cohésion sociale, ça crée de la paix sociale. Et ça peut aussi mobiliser les énergies autour d'une intention commune. Bien sûr. Moi je me dis que je ne l'ai pas écrit dans ce livre parce que c'était pas là au moment où je l'ai écrit, et puis c'était peut-être pas le propos, mais moi si j'étais politicien aujourd'hui, j'essaierais de faire ritualiser les gens. Les dictateurs savent très bien cela. Effectivement. Ils font ritualiser sur la place rouge, on défile, mais ça fédère les énergies. Ça permet effectivement de ramener en fait toute une communauté, même si effectivement quand on le voit, ne serait-ce que Mussolini, Hitler, etc., avaient cette capacité, il y avait quand même quelque chose qui était de l'ordre de la fascination. Enfin voilà, moi j'avais beaucoup regardé des anciens documents là-dessus, et je me disais, même si le mouvement qui est derrière est tout à fait abject, de l'autre côté, c'est fascinant de voir ce genre de personnage avoir autant d'impact sur une foule. Ce sens de la exactement, foule. Et de le ramener systématiquement. Et comme tu dis, oui, il y a une forme de ritualisation. Et d'ailleurs, tout était autour de ça, que ce soit à travers des symboles qui étaient choisis, etc. Les rites qu'ils avaient aussi dans leur pratique, dans l'armée, etc. Et on le retrouve effectivement énormément dans tout ce genre de choses. En fait,
entre le leader et le dictateur, il y a une frontière très ténue. Et donc là, on a des dictateurs parce qu'ils mettent ça au service de leur ego personnel, de leur névrose personnelle et puis de leurs ambitions personnelles. Mais en même temps, on peut être un leader. Si nos politiciens avaient ce sens de se dire, ok, il y a des grands besoins, puisque les rites répondent à des besoins. Par exemple, des besoins environnementaux. Pourquoi on n'essayerait pas de motiver des populations entières à ritualiser pour l'environnement et que tous les week-ends on aille nettoyer nos plages et nos bois et nos parcs et dépolluer notre environnement? Ça pourrait être possible. On a bien construit des cathédrales ensemble il y a quelques siècles, on a construit des pyramides il y a quelques milliers d'années. Et ritualiser ensemble crée de la cohésion sociale et peut aussi fédérer des énergies et donc de l'action commune. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui dans nos sociétés, on va dire, occidentales? Je pense. Et du coup, on voit apparaître toutes sortes de manières de ritualiser, mais de façon un petit peu sauvage et sans forcément avoir une réflexion sur le sens qu'on met dans le rituel. Je pense par exemple au rave party. Oui. C'est une forme de rituel, chaque année, il y a les rassemblements, là, l'été, il y a les grands festivals, toutes ces choses-là, ça rassemble les gens, c'est très positif en soi. Ça peut même rassembler autour d'idées, d'une certaine idée un peu écologique ou bien un peu, peace and love, mais il vaut mieux du peace and love que war et kill. Donc, et en même temps, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas que parce qu'on n'a pas réfléchi à l'intention qu'on y met, on peut aussi passer à côté de ce que ce grand rituel peut nous apporter. Et alors simplement passer son temps à boire ou à se droguer. Et on passe à côté de ce qu'il peut y avoir dans ces mouvements qui intuitivement apparaissent dans nos sociétés parce que ça manque. Parce que ça manque. Mais c'est vrai que je trouve que, comme tu dis, tu prenais cet exemple-là, il y a quelque chose qui semble quand même très déconnecté dans l'intention, tu vois, dans ce truc de « ok, on se rassemble », mais finalement, est-ce qu'il y a encore de la conscience sur ce partage, etc. Et tu parlais du sens, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et une de mes phrases fétiches ou un de mes mantras, ou de mes devises, je dirais, c'est « ce qui fait sens fait soin ». Tu vois. Donc à partir du moment où il y a du sens, ça ramène du soin en fait. Et qu'on le voit autant dans la maladie mentale ou que ce soit pour quelqu'un qui soit totalement névrosé, quelqu'un qui serait psychotique, il y a du sens dans l'ensemble de ces rituels. Et j'ai été d'ailleurs très étonné qu'à un certain moment, même t'en parles dans le livre, lorsqu'on parle à un certain moment des TOC, entre autres, tu vois, de tout ce qui pouvait être rituel pathologique finalement. Oui, et justement, à ce moment-là, on pourrait normalement pas les appeler des rituels parce que le rituel, en fait, même si dans le livre je les ai appelés rituels pathologiques, mais le rituel, en fait, c'est une action consciente, théoriquement. Pour qu'il soit vraiment un rituel. Et donc, on a dans notre patrimoine plein de rituels, on peut aussi en inventer des nouveaux. Mais dans notre patrimoine, on peut aussi décider de se réapproprier les rituels des anciens, de la tradition, mais en y remettant un sens clair, parce que parfois on fait les choses juste par habitude. Et le rituel n'est pas une habitude. Une habitude, c'est quelque chose qu'on fait de manière un peu routinière, conditionnée, sans trop savoir pourquoi on le fait. Et ça, on en a plein des habitudes. Mais quand on ritualise, on sait normalement pourquoi. Et qu'est-ce que notre geste veut dire, pourquoi on le pose, dans quelle intention. Et donc, maintenant, par rapport à ces rituels pathologiques, que j'ai appelé comme ça dans le livre parce que c'est un des rituels, mais qui sont en fait, s'appellent, comme tu l'as dit, des troubles obsessionnels compulsifs, ou les routines des personnes qui ont un trouble dans le spectre de l'autisme, comme le syndrome d'Asperger par exemple. Eh bien, on voit que là, on a, comme une habitude, une répétition, un besoin de refaire tout le temps le même geste. Dans le cas des troubles obsessionnels compulsifs, ce geste peut être par exemple de mettre le verre à un endroit bien précis, puis de le redéplacer, de le remettre à l'endroit précis, et d'être prisonnier de cette répétition qui va simplement avoir comme fonction, comme l'ont les rituels, d'apaiser le cerveau. Parce qu'il y a une angoisse profonde, et en faisant ce geste, on a l'impression qu'on agit, qu'on n'est pas victime et qu'on peut en plus contrôler que le verre ne va pas tomber. Et ça permet de canaliser
cette angoisse d'une certaine manière et de l'apaiser. Mais là, on n'est pas dans un acte conscient, on n'est pas dans un acte choisi, on est dans un acte subi et qui peut occuper tellement de place dans la vie d'un individu que ça devient une pathologie pour lui. Pareil chez les personnes qui ont des troubles dans le spectre de l'autisme. Moi j'ai une amie, elle a un fils qui a un syndrome d'Asperger mais assez bien marqué et je vois bien que si on change la marque du dentifrice, il pète un câble, il devient agressif, il est furieux. Et au départ elle ne comprenait pas et puis elle s'est rendue compte que c'était juste parce qu'elle avait changé la marque du dentifrice, parce que ça le rassurait d'avoir sa routine, on parle de routine à ce moment-là, mais de nouveau, c'est pas choisi, c'est subi, et ça finit par devenir envahissant et puis inhibant ou pénalisant pour l'individu. Hein? Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de ces rituels-là, notamment aussi parce que moi-même, je sais que j'ai parfois une tendance dans ma vie, et je peux encore avoir peut-être dans des périodes où je suis un peu stressé, un peu angoissé, et bien justement face à l'incertitude de certaines choses, je peux avoir alors tendance à me réfugier dans des petites routines comme ça, mais qui ne sont pas choisies et qui deviennent un peu lourdes, pénibles, avec un peu de rigidité, mais ça me rassure. Alors maintenant que je le vois, parce que j'ai un peu plus de conscience par rapport à tout ça, je peux en rire, et puis je peux me dire, oui bon, ne laisse quand même pas prendre trop de place dans ta vie, parce que si c'est le cas, ça va devenir plus un handicap qu'un atout. Donc le rituel pourrait avoir, on va dire un côté où finalement il pourrait être porteur de sens, et de l'autre côté, il pourrait parfois, dans certains cas, nous enfermer. Ah oui, clairement. Mais à ce moment-là, je ne l'appelle plus rituel. Bien sûr. Ça devient une routine, un trouble obsessionnel compulsif, ou une habitude, fût-ce que pour répondre à ce que nous croyons avec les attentes de notre environnement culturel, de notre famille, de nos ancêtres éventuellement, et on est dans une habitude parce que voilà. En tout cas, dans les deux cas, moi ce que je perçois, c'est que quoi qu'il arrive dans ce que tu me dis, c'est que c'est porté par une valeur de sécurité. C'est toujours quelque chose qui va apaiser, qui va redonner de la structure, redonner des repères, et donc nous faire sentir en meilleure sécurité face à l'incertitude de ce monde, face au chaos du monde, parce que finalement nos journées sont faites d'événements qui, si nous ne parvenons pas à leur donner un sens, paraissent très chaotiques. Et si nous pouvons y donner un sens, si nous pouvons écrire notre histoire à partir des événements qui la constituent, alors on retrouve une forme de liberté de projet aussi. En lisant ton livre, je me suis aperçu, parce que tout d'un coup je me suis dit, mais en fait c'est un peu comme les croyances finalement, tout est rituel. Tout peut devenir rituel. Ouais. C'est-à-dire qu'une journée est agrémentée d'un ensemble de rituels, que ce soit dans notre façon de communiquer avec l'autre, de lui dire bonjour, ou de préparer notre journée, de la terminer, de la séquencer, mais aussi l'année, le mois, tu vois. Il y a vraiment des cycles auxquels on était peut-être plus attachés à une certaine période. Moi, j'ai cette impression que maintenant, un petit peu, tu sais, tous ces cycles qui sont liés à la nature, etc., on s'en est détaché pendant tout un temps. Et puis, il y a eu cette espèce de recrudescence de ce besoin de retrouver en fait quelque chose qui soit plus en lien justement avec la nature, avec le chamanisme par exemple. On retrouve cette idée du cycle en fait. Il me semble que tu en as parlé à un certain moment, d'ailleurs j'ai fait une petite note par rapport à ça. Parce qu'au début j'ai ouvert ton livre un peu comme ça venait, et donc tu écris: l'engouement pour le chamanisme correspond à un profond besoin de renouer avec la nature dont nous sommes issus. Ah oui, moi ça me paraît évident. Alors je ne dis pas que c'est que ça, mais en tout cas dans le contexte où j'écrivais là, oui, je crois que cet engouement pour le chamanisme ou le néo-chamanisme, c'est vraiment renouer avec la nature, mais pas que la nature qui est autour de nous, la nature qui est en nous, et comprendre que ce macrocosme correspond à notre microcosme, comprendre que les lois de cette nature nous habitent aussi, et donc d'aller chercher dans le ressenti, parce que le chamanisme n'est pas quelque chose de conceptuel, c'est quelque chose de vécu à travers justement les cérémonies, les rituels, le chant, la musique, le tambour, que sais-je, mais il y a quelque chose qui est vécu, et de recontacter, de renouer alors avec ces énergies de la vie qui sont en nous, mais pas simplement en parler, de les vivre. Et le chamanisme offre cette voie-là, c'est une voie très incarnée finalement.
mais en même temps, une voix qui n'est pas simplement incarnée dans une matière biotridimensionnelle. Ça nous ouvre sur la trame qui anime le vivant, ça nous montre le monde du rêve, le monde des images, le monde des archétypes, le monde des dieux qui sont derrière tout ça. C'est fascinant. Et de ce fait-là, tu vois, je me disais, c'est vrai que nous, les Occidentaux, on est allé chercher ça, parce que on n'était plus connecté vraiment à ça. On l'a perdu. On l'a perdu, on a aussi un passé judéo-chrétien, avec effectivement cet ensemble de rites, mais dont on s'est petit à petit détaché. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'on est allé chercher des réponses ailleurs, dans d'autres rites, que ceux de notre histoire? Je pense qu'on est fâché avec notre histoire. L'Occident est fâché avec son histoire, et c'est compréhensible. Déjà, c'est un sujet évidemment qui peut faire dresser les cheveux sur la tête de certaines personnes, mais moi je n'ai pas peur d'ouvrir ce dossier-là. Le colonialisme, on est fâché avec nous-mêmes parce qu'on sait très bien que ça peut être une attitude que sous des prétextes de soi-disant apporter un mieux-être aux autres, on les a mis dans un profond mal-être. Donc il faut avoir un minimum d'honnêteté pour reconnaître ça. Maintenant, comme c'est très inconfortable, ce passif, c'est vécu dans la culpabilité. Moi je pense qu'il faudrait vivre dans la responsabilité de dire ok, on l'a fait, maintenant on va essayer de ne plus le faire. Sauf qu'on continue d'une autre manière, parce que la colonisation se fait d'une autre façon. Maintenant, le passé qui est celui de l'Occident, de mon point de vue, et ça, pour ça, je ferai référence à ce que j'ai écrit dans La Posture Juste, ce livre où je montrais sur les bases de la compréhension psychocorporelle et psycho-énergétique de l'être humain, les bases de William Reich, Alexander Lowen, tous ces gens-là, qui étaient des dissidents de Freud parce qu'ils étaient incarnés dans le corps, dans l'énergie. Freud c'était beaucoup plus en concept, mais en même temps, cet héritage-là nous montre que nous portons des grandes blessures en nous et qu'une de ces blessures, c'est la peur de perdre le contrôle, la peur de ne plus pouvoir contrôler le lien, et que ça dégage en nous une attitude qu'on va appeler psychopathe dans le jargon repris à Reich ou à Lowen. Et le psychopathe, qu'on appelle volontiers aussi pervers narcissique, c'est quand même celui qui, pour se rassurer, va tout le temps contrôler l'autre, contrôler son environnement, quitte à le manipuler, quitte à lui mentir, quitte à se raconter à lui-même des histoires pour justifier ses actes qui ne sont pas toujours très recommandables. Et donc, je pense que l'Occident a une grande blessure de peur de perdre le contrôle et une grande psychopathie. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il va falloir, c'est qu'on ouvre notre cœur, qu'on se rende compte que, oui, collectivement, nous nous comportons comme ça. Ce n'est plus que l'Occident. Je veux dire, l'Occident est mondialisé aujourd'hui, donc l'être humain est un grand psychopathe. Et on est dans une ère de notre histoire de l'humanité depuis plusieurs siècles de grande psychopathie vis-à-vis de notre environnement, cette façon de le contrôler, de le dominer, de vouloir absolument garder la main mise sur les choses, mais entre nous aussi, quand on voit les guerres, les mensonges pour justifier certaines guerres. Donc on est là-dedans. Et je crois que dès qu'on le voit, c'est tellement énorme de voir cette monstruosité quelque part qu'on est on le nie, hein, on ne veut pas le voir et on est fâché avec nous-mêmes. Donc je crois que ça explique aussi pourquoi le seul endroit où ça n'aurait jamais dû se produire, cette psychopathie qui était la spiritualité, donc le monde aussi des religions qui véhiculaient cette spiritualité, parce que je fais bien la différence entre le spirituel et le religieux, mais les religions véhiculaient cette spiritualité, et cet endroit-là est tombé dans la psychopathie aussi. Quand on voit 2000 ans d'histoire de la chrétienté, c'est quand même 2000 ans de guerre, d'invasion, de croisades, pour des raisons qui n'étaient pas forcément ni religieuses, ni mais des raisons économiques, contrôler la route de la soie, la route du poivre, tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, quand on a commencé à se méfier des religions, quand on a commencé à se méfier de tout ce monde dit spirituel, on était fâché contre nous, on était fâché contre cette part de nous, et on l'a rejeté. Or, les rituels étaient essentiellement portés par ce monde spirituel, par ce monde, pour
moi, le monde spirituel, c'est le monde de la conscience. Donc, par ce monde de la conscience éveillée, de l'esprit éveillé. Et malheureusement, les personnalités s'étaient emparées de ça pour le dévoyer au service d'intérêts très psychopathiques, névrotiques de la personnalité. Mais en même temps, voilà, tout ça explique, je crois, qu'il y a un profond malaise et qu'on a acheté le bébé et l'eau du vin. On s'est débarrassé du religieux, du spirituel avec, et de tout ce qu'il nous proposait pour organiser nos vies, pour leur donner du sens, pour fédérer les communautés autour de projets au service de la communauté. C'est fascinant. Déjà, je crois que ça a commencé dans la Grèce. C'était une des questions que j'allais te poser, de savoir pour toi, tu vois, à quel moment tu situes cette espèce de rupture, tu vois, parce qu'il y a une rupture à un certain moment. Alors, je ne prétends pas que j'ai la réponse absolue à la question et non, c'est juste ta vision. Mais la vision, moi, ça me saute aux yeux, c'est la Grèce classique. C'est-à-dire que avant, dans la Grèce archaïque, les sages de la Grèce étaient enseignés à aller suivre les enseignements dans les temples de l'Égypte ancienne, et peut-être même de l'Inde, parce que les communications étaient beaucoup plus importantes qu'on ne l'imagine. Alexandre le Grand est retourné vers l'Indus pour créer ce pont, mais en attendant, dans ces endroits qui étaient des endroits spirituels, où on enseignait dans les temples la connaissance, qui était la science de l'époque, la connaissance, le Veda en Inde, la grande connaissance de l'Égypte ancienne, eh bien, on enseignait à écouter le monde. On apprenait à écouter le monde pour comprendre où était la place de l'être humain dans ce monde, et on ritualisait pour se rappeler la place que l'on avait dans ce tout. Quand Pharaon ou le prêtre, le grand prêtre qui le remplaçait, parce qu'il ne pouvait pas être à tous les endroits en même temps, mais quand Pharaon ouvrait les portes du temple au soleil levant, les portes étant dirigées vers l'est, là où le soleil se lève, et qu'il allait jusqu'au tabernacle ouvrir ce tabernacle pour que la statue du Dieu qui était couverte d'or puisse être réactivée par l'énergie du soleil, et Pharaon faisait acte d'humilité, il se mettait au service de la lumière, au service de la conscience, mais au service aussi de cette lumière de vie qui apporte la vie, la lumière du soleil, et qui réactive le principe. Donc tous ces rituels avaient une fonction pour nous garder à notre juste place. Et puis arrive vers 450, 500 avant Jésus-Christ, une bande, personnellement je les appelle des dingues, mais bon, je sais que ça me provoque un peu en disant ça, mais une bande de dingues à Athènes qu'on appelle les philosophes. Et alors ces gens-là, tout d'un coup ils se disent non, nous on n'est pas là pour écouter le monde, on est là pour le penser. On ne va plus l'écouter, on va le penser. C'est-à-dire qu'on va utiliser notre merveilleux outil intellectuel pour analyser, comparer, juger et puis échafauder des tas de théories. Ce qui en soi est une expérience intéressante, mais, et je pense qu'on en voit les limites aujourd'hui, cette expérience nous amène à ne plus écouter du tout le monde. Nous le pensons tellement, nous le façonnons comme notre pensée a envie de l'imaginer, et donc on construit des barrages sur des grands fleuves, on déforeste des zones plus grandes que la Belgique, et en fait, tout simplement parce qu'on a une idée préconçue de ce que devrait être le monde. Mais non, le monde, il est ce qu'il est, et il a des lois, et on n'écoute même plus ces lois, on se croit au-dessus des lois, au-dessus des dieux. Et quand on voit qu'au XVIIe siècle, ce péché des Grecs, parce qu'on appelait ça le miracle grec, moi j'appelle ça le péché des Grecs, ils ont péché, ils se sont crus divins, ils allaient contrôler leur environnement. Alors les Romains en ont remis une couche, et les Romains ont été des ingénieurs extraordinaires, et ils ont réussi, c'est vrai, à construire des aqueducs et des routes, ça a été extraordinaire, la domination de leur environnement, et nous en sommes des héritiers. Mais toute la culture occidentale s'est construite sur cette idée que nous pouvons tout contrôler, et que nous sommes les maîtres. Et du coup, ça a activé notre psychopathie, évidemment. On s'est mis à mentir, à justifier les pires exactions pour justifier qu'on avait raison de les perpétrer. Et en attendant, cette perte d'écoute fait qu'on ne comprend même plus ce qui fait la trame du monde, les liens.
on ne comprend même plus où est notre place dans ce monde. On est comme au XVIIe siècle, parce que c'est ce que je disais il y a un instant, puis j'ai switché, mais au XVIIe siècle, il y a un philosophe comme John Locke qui dit la voie du bonheur, c'est la négation de la nature. C'est hallucinant. Enfin, vu par un homme du XXe siècle, on commence à se dire il y a une explication à la crise dans laquelle nous sommes. Parce qu'à force de vouloir chercher notre bonheur en dominant la nature, on oublie que nous sommes une émanation de la nature et du coup, nous cherchons notre bonheur en niant nous-mêmes. Merveilleux. Et on le voit. On voit tous ces gens qui tombent en burn-out, tous ces gens qui sont en dépression, tous ces gens qui font des maladies parce qu'on se nie soi-même, on ne fait même plus attention, on n'écoute même plus notre corps, on n'écoute même plus cette nature dont nous sommes. Donc on est loin, Je pense qu'on est vraiment très loin dans la déconnexion. Donc il n'est pas étonnant que les rituels ont été jetés à la poubelle avec, mais en même temps, il n'est pas étonnant de les voir revenir. Parce qu'il y a un bon sens dans notre espèce malgré tout. C'est vrai quand tu dis que ça revient, moi en tout cas je vois ça parce que je suis dans le domaine des librairies depuis de nombreuses années maintenant, et je vois aussi l'évolution des livres, tu vois, où avant on était dans quelque chose qui était beaucoup plus dans une espèce de recherche mentale, tu vois, de glorification du mental. Plus il y avait de l'information quelque part, plus c'était fabuleux. Et maintenant on revient petit à petit vers cette idée justement de se reconnecter au corps, et comme tu le disais, il y a quelque chose qui a l'air coupé, tu vois, coupé de la nature qui est à l'extérieur de nous, mais aussi coupé du corps, et qui nous invite à cette reconnexion. Et ce que j'ai remarqué dans les livres, c'est que la plupart des livres qui nous sont présentés maintenant, c'est justement d'aller à la rencontre en fait de ce qui va nous permettre de nous reconnecter à ces anciennes philosophies qu'on a en fait perdues, ce chamanisme qui nous ramène à la nature, au concret, à la terre, au corps tout simplement, et en même temps, même pour certains, parce que ça paraît être aussi une voie pour certains, la voie du côté plus religieux, il y en a qui recherchent du sens à travers ça. Je trouve qu'on le retrouve énormément depuis la crise de la Covid, où certains sont en recherche de ce sens, et on voit des communautés qui deviennent de plus en plus dures, des noyaux durs au niveau de leur rituel, de la façon de se battre pour aussi justifier quelque part, comme si ces rites-là étaient plus valables que d'autres rites. Or qu'il peut y avoir quelque chose d'extraordinairement intéressant, riche, mais c'est comme si ça générait en fait une forme de combat, tu vois. Et donc je me disais, tiens, mais c'est vrai que finalement, c'est ce que tu proposes aussi à travers ton livre, c'est de se réapproprier en fait le rituel. Oui, parce que en fait, je ne voudrais pas justement qu'on recrée la situation qui a fait qu'on a tout rejeté en bloc, une situation où on est dans l'imposition de rituels, la promesse que si on suit tel rituel, on aura tel ou tel effet. Et je pense que toi qui es dans le monde de la librairie, tu vois arriver aussi ces livres-là, avec des recettes. Tout à fait. Et en fait, je ne vais pas critiquer ces livres, mais en même temps, je suis un peu préoccupé par le fait qu'ils pourraient nous réenfermer dans quelque chose, et qui est précisément ce dont on a essayé d'échapper. Donc ne prenons pas la même voie. Et c'est pour ça que dans le titre, qui est un long titre, mais je suis heureux de ce titre parce qu'il contient la proposition du livre, c'est inventer des rituels. C'est inventer des rituels qui sont en lien avec nos besoins d'aujourd'hui, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans nos vies collectives. Et puis, pour vivre dans un monde incertain. Donc, en étant bien conscient que c'est ces rituels-là qui vont nous donner une forme de tremplin, d'outils pour manifester ce que nous souhaitons voir se réaliser dans ce monde. Pendant que j'écrivais, je me suis dit, il faut quand même que ce livre soit relié aux gens. Donc, bien sûr, il y avait l'expérience du confinement avec cette méditation, où là, il y avait vraiment une connexion malgré la distance. Il y avait des connexions hallucinantes. Je ne sais pas si je raconte ça là maintenant, mais un soir, je raconte maintenant. Et un soir, je méditais comme ça sur le Facebook, et c'était, je pense, la 30e fois où je commençais à trouver ça un peu répétitif, parce que j'essayais vraiment d'avoir une pédagogie, d'emmener tout le monde dans cette ouverture du cœur, cette profonde détente, cet apaisement du mental, cet éveil de la conscience. Et puis ce soir-là, je me dis, bon, j'ai envie d'introduire quelque chose d'autre, mais sans le dire.
Donc on médite comme on le faisait habituellement, et moi je quitte le cœur pour plonger dans l'essence. Alors c'est ma petite cuisine à moi, c'est une cuisine tantrique qui est vécue dans le corps. Quand on médite d'ici, c'est pas la même chose que quand on médite de là, c'est pas la même énergie. Et donc là on est dans ce noyau de l'essence, enfin je vais pas commencer à faire un cours d'anatomie énergétique, mais c'est fascinant. Et du coup, moi quand je suis dans cet endroit-là, il y a du fait de la connexion à l'essence, à l'énergie de l'essence, à l'énergie de la vie pure, il y a la joie. Une joie. Et donc je la ressens, je suis content, je sens bien que je suis exactement à l'endroit où j'ai envie d'être. Et à ce moment-là, je vois sur l'écran du téléphone portable les messages qui commencent à changer. Et les gens, une dame à Nouméa qui méditait là en direct sur le Facebook, et elle me dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je me mets à pleurer de joie. Et qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression que mon ventre va exploser. Et en fait, à distance, nous étions dans le chant. Ouais, le chant. Le chant. Et ça se faisait, donc la connexion était magnifique. Mais du coup, même si le livre avait été nourri de ces connexions-là, je voulais qu'il soit nourri de choses très concrètes. Et j'ai fait une petite enquête auprès de à peu près 250 personnes qui, en fait, à qui j'ai demandé qu'est-ce que la place des rites, quelle place ont les rites et les rituels dans notre existence, et quels sont les grands rites, et quels sont vos rituels. Et c'est magnifique, parce que d'abord, il y avait beaucoup de gens qui disaient « moi j'ai pas de religion, donc j'ai pas de rituel ». Ok, il y avait une espèce de confusion entre le côté rituel et religion. Okay, ouais. Et une fois que je leur ai montré qu'il y avait plein de rituels dits laïques, bien que le mot laïque, je m'en méfie. Ça commence à devenir très conservant, j'ai l'impression. Oui, pour moi, c'est en soi presque une religion, c'est une laïcité, mais en même temps, des rituels non religieux, ça paraît plus simple de se dire comme ça, mais en attendant, je leur montrais qu'il y avait plein d'autres rituels que dans le cadre des religions. Alors tout d'un coup, ils voyaient dans leur propre vie qu'ils avaient aussi des rituels, et ils avaient aussi des rituels au service de grands rites. Et j'ai vu des rites sortir comme ça, le rite de prendre soin de l'environnement, le rite de vivre mieux au travail ensemble, le rite d'élever les enfants beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, en les éduquant mais en ne les élevant pas. Toutes sortes de rites, le rite de reprendre soin de soi, et alors les rituels qu'ils mettaient en place pour cela. Et donc je me suis dit, waouh, les êtres humains sont beaucoup plus inventifs qu'on l'imagine, et c'est un signe de bonne santé, je pense, pour la psyché humaine, de savoir qu'elle peut être dans sa créativité, d'oser imaginer de nouveaux rituels, et donc d'avoir une vie consciente, plus consciente, plus consciente, une vie où on sait pourquoi on fait les choses, et avec une intention bien précise. Et c'est vrai que moi ça m'a permis, en tout cas au moment où j'ai lu ton livre, de tout d'un coup reprendre conscience, tu vois, des différents petits rites que j'avais, tu vois, et me dire, ah ok, c'est là la différence entre des habitudes que je peux avoir, où je ne suis pas forcément dans la conscience, parce que c'est là, tout simplement, et puis tout d'un coup le rituel où j'ai mis complètement autre chose, et même parfois, je crois que c'est depuis en tout cas la lecture de ton livre, de me dire, tiens, mais je peux me réapproprier en fait des vieilles habitudes que je faisais sans y réfléchir, et quelque part les ritualiser à nouveau, tu vois. Et ça a apporté quelque chose qui est très alignant en fait, donc vraiment qui permet de réaligner la tête, le cœur, le corps. Et c'est vrai que ça a permis cette conscientisation. Et comme tu dis, l'idée de conscience, c'est là où on se perd entre la vie de tous les jours et puis tout d'un coup le fait qu'on va redonner une place au sacré quelque part, sans le rendre dans l'idée de la religion, hein. Vraiment le sacré dans le sens noble, voilà, noble du terme. Pour moi, le sacré, c'est ce à quoi je donne une valeur. Ça devient sacré. Je lui donne une valeur. Et poser des gestes en conscience sacralise notre vie, puisque nous donnons une valeur à ce que nous faisons, à ce avec quoi nous interagissons. Moi, pendant des années, d'abord quand j'étais chez mes parents, ma maman attachait de l'importance à ce qu'on fasse notre lit le matin. Donc moi j'ai appris à faire mon lit, et comme j'avais un caractère assez proche du sien, ça ne me gênait pas
d'avoir cette espèce de routine, de faire mon lit. Mon frère, c'était plus compliqué, et lui, son lit, il le laissait souvent. Alors c'est moi qui d'ailleurs le refermais aussi avant de partir à l'école. Parce que j'avais ce caractère un peu plus rigide, un peu plus rassurant, avec des choses bien cadrées, etc. Ok. Mais c'est seulement beaucoup plus tard que je me suis dit, mais est-ce que tu es obligé de faire ton lit tous les matins? Et en vivant avec quelqu'un qui ne le faisait pas, je me suis dit, personne ne le fait pas, pourquoi moi je m'oblige à le faire? Et je me suis rendu compte qu'en fait, bien sûr, il y avait ce conditionnement qui venait de l'enfance, et là c'était une habitude, mais qu'il y avait chez moi autre chose dans le fait de faire mon lit. C'était que j'ai un tel plaisir de rentrer chez moi le soir et de trouver ma chambre prête comme si je rentrais dans une chambre d'hôtel. C'est ce que je voulais te dire. Tout est 5 étoiles. Voilà. C'est tellement bon pour moi. Ouais, je ne ouais. dis pas pour un autre, ça ne sera peut-être pas le Bien cas. sûr. Mais moi, ça me fait plaisir, mais profondément. C'est absolument, c'est comme ça. Et bien, du coup, quand je fais mon lit le matin, je sais que je fais un rituel de me faire plaisir. C'est un rite où je prends soin de moi, je crée l'environnement que j'ai envie d'avoir. Et donc, c'est vraiment mon petit rituel du matin. Et quand je le fais, vraiment, la façon dont je secoue les oreillers et tout ça, il y a quelque chose qui est, le geste est précis, j'ai le plaisir de l'avoir fait, et c'est pas parce que quelqu'un va venir visiter ma chambre à coucher et que je veux que ça soit en ordre, non, c'est parce que moi, j'ai envie besoin. Oui, dans ce que tu dis, ce que je perçois, c'est, tu l'as dit, hein, c'est vraiment cette idée de comment je vais me faire plaisir, comment est-ce que je vais m'aimer, en fait, finalement. C'est un cadeau que tu te fais. Donc, et quelque part, pour toi, dans le rituel, c'est ça, ce sont des cadeaux qu'on se fait. Je pense que ce sont des cadeaux que l'on se fait, en tout cas, ce sont des opportunités qu'on s'offre. Parce que, par exemple, la semaine dernière, j'étais aux funérailles d'une de mes éditrices. Et donc c'était à Paris, et je dis une de mes éditrices parce que j'ai publié dans plusieurs maisons d'édition, mais aux éditions L'Iconoclaste, Sophie de Sivry était décédée, et donc j'étais à ses funérailles. Et voilà, c'était un très beau moment, il y avait beaucoup d'émotions et tout ça, et à un moment donné, on a proposé, c'était dans l'église de Saint-Germain-des-Prés, on a proposé de communier. Et moi, il se trouve que j'ai grandi dans une famille chrétienne catholique, mais j'ai fait mes communions, etc. J'ai même voulu être prêtre à un moment donné, mais il y a quelque chose que je ne partage plus. Je ne me sens pas faire partie de cette communauté-là. Je me sens faire partie de la communauté des êtres humains, mais pas forcément d'une communauté religieuse spécifique. Et donc, voilà, j'essaye, je crois, d'avoir une spiritualité, mais je ne considère pas avoir de religion actuellement. Et du coup, ou alors je repense à cette phrase que m'avait dite un ami, ma religion c'est l'amour. Alors oui, ça peut être une religion. Mais en attendant, pendant que les gens se levaient pour aller communier, je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, tu es là, tu te sens très relié à tout le monde, dans l'hommage qu'on rendait à cette femme. Est-ce que tu n'irais pas communier? Et je me suis dit, oui, tu pourrais te réapproprier ce rituel simplement comme un acte que tu poses pour te relier, pour montrer que tu es relié, etc. Et puis j'ai dit, j'ai pas besoin de poser cet acte-là pour le faire. Je peux rester à ma place et m'inventer mon rituel qui portera l'intention d'être relié avec toutes les personnes qui sont là, dans le respect des croyances et des habitudes des uns et des autres, mais sans devoir forcément poser le geste que certains posaient. Et donc j'ai communié, mais sans me lever. Je n'ai pas été chercher l'hostie, mais j'étais en profonde communion, et j'ai même récité un petit mantra que j'ai, et voilà, parce que je voulais clairement consacrer les minutes de ce moment, de ce temps de communion dans le rituel chrétien, eh bien, je voulais moi le consacrer à communier avec l'ensemble de cette communauté qui était là autour de notre ami décédé. Donc ça veut dire que le premier acte, ça a été une intention en fait, pour se réapproprier, j'ai envie de dire. Tu vois, tu dis effectivement dans le titre, inventer des rituels contemporains, donc l'idée de réinventer, ça commence par une intention. Oui, je pense que ça commence par préciser l'intention.
Mais avant même de préciser l'intention, c'est identifier le besoin. Ok, donc tout part d'un besoin, ça serait ça le premier pas en fait. Je crois. Alors, de nouveau, hein, je ne veux pas prétendre avoir... Parce que j'ai vu des livres très savants sur les rites et les rituels par des anthropologues, par des sociologues et tout ça. J'avoue que parfois je dois relire 4 fois la même page pour comprendre ce qu'il me raconte. Et il dit certainement des choses très très sensées, mais moi j'ai besoin de choses très simples, mais pas simplistes. Non, non, je suis d'accord. Et du coup, vraiment, je pense que l'idée de regarder le rite comme un élan qui naît d'un besoin, et bien si je veux remettre des rites dans ma vie, il faut que j'identifie les besoins. Et puis ensuite, j'invente le rituel qui va servir le rite. Et par exemple, le cas de ce rituel que j'ai instauré pendant le confinement, eh bien, je traîne parce qu'il y a dans ma tête une partie qui dit j'ai pas un meilleur exemple, mais non, c'est cet exemple-là qui vient. Mais dans ce rituel-là, je sais très clairement, bon, ça s'est instauré, comme je l'ai expliqué, de façon un peu par hasard, parce que le Zoom ne fonctionnait pas, et puis je me suis retrouvé sur Facebook, mais en même temps, dès le 2e jour, je me suis dit, oula, Thierry, tu vas instaurer ça tous les soirs, alors quand vas-tu arrêter? Et pourquoi le fais-tu? Clairement, je me suis demandé. Et la réponse était parce que j'en ai besoin et ils en ont besoin. On a besoin de ce rendez-vous, ça va nous apporter des repères, du sens, de la connexion dans ce moment où on était tous un peu isolés les uns les autres. Et donc, en identifiant clairement mon besoin, je voyais qu'il y avait un besoin d'un rite de retour à soi et de connexion avec les autres. Et là, j'avais mon rituel, parce que la méditation était une bonne chose pour faire ça, mais j'aurais pu proposer 1 heure de chant sur Facebook, ou j'aurais pu proposer autre chose. Mais j'avais ce rituel-là, qui moi était naturel et qui me paraissait bien en cohérence avec l'intention du rite. Parce que les rites sont porteurs d'intention pour répondre à des besoins, et les rituels sont la façon de manifester l'intention. Ok. Et je me rends compte, tu vois, en t'entendant, je me dis aussi que quelque part, on peut avoir un besoin très spécifique pendant un laps de temps aussi très spécifique. Et donc, quelque part, le besoin va évoluer, mais le bornage au niveau du temps va évoluer aussi. On pourrait très bien, parce qu'au départ, tu proposais ces méditations tous les jours, si je me souviens bien. Et puis aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Donc ça a changé, ça a évolué dans le temps. Ah, mais le besoin avait changé. Voilà, le besoin a évolué. Il y a eu 45 jours d'affilée, et puis à un moment donné, donc on était toujours en confinement, c'est la fin. On nous disait que ça allait finir, etc. Et à ce moment-là, justement, l'éditrice dont je viens de parler, qui est décédée, Sophie de Civry, m'avait dit, mais Thierry, pourquoi tu n'écris pas ce livre dont tu nous avais parlé, La posture juste? Parce que tu as cette école de la posture juste, tu avais dit que tu voulais écrire un livre, et tu as du temps là avec le confinement et tout ça. Et en fait, je me suis dit, elle a raison, mais est-ce que j'ai le courage de commencer à écrire un livre maintenant, etc. Et puis finalement, comme elle avait réussi à me convaincre de le faire, ou à réveiller l'envie chez moi de le faire, je me suis lancé dans l'écriture de ce livre. Et quand j'écris, j'ai beaucoup de mal à faire autre chose. Il faut que je puisse commencer ma journée en sachant, chacun écrit à sa façon, mais moi c'est ma façon. Et il faut que je sache qu'il n'y aura aucun obstacle. Que si j'ai envie d'écrire jusque minuit, j'écris jusque minuit. Que si j'ai envie de m'arrêter 3 heures, de 3 à 5 heures ou à 6 heures, je le fais. Et bien, il faut que le temps soit totalement consacré à l'écriture, même si je n'écris pas tout le temps. Et donc là, comme il y avait ce rendez-vous quotidien à 19h, de 19 à 20h, je me disais, ah non, je ne vois pas commencer à écrire. Et puis me dire, ah, dans 1 heure, je dois être sur Facebook, il faut que j'installe la petite lampe, j'avais commandé une lampe alors pour avoir un meilleur éclairage, etc. Parce qu'au début, c'était avec mes lampes de chevet que j'avais fait ça. Et du coup, je dis, non, j'ai pas envie de me... Et donc, j'ai annoncé sur le Facebook, j'ai dit, voilà, je vais arrêter pour 2 raisons. La première, moi, j'ai besoin maintenant de revenir un peu plus à moi, d'avoir du temps pour écrire. Et puis, vous, je pense que vous avez besoin de vous sevrer de moi. Parce que quelque part, il ne faut pas rentrer dans une dépendance. Je vous ai proposé un chemin, je vous ai appris comment l'emprunter. Maintenant, vous le connaissez. Et puis, les méditations sont toujours sur YouTube. Vous pouvez
y retourner, mais à vous de pratiquer. Je ne peux pas vous tenir à Tu vos as bras. rendu de l'autonomie en fait. Exactement. Et donc il y avait plusieurs besoins de nouveau qui permettaient de justifier qu'on allait changer la façon de ritualiser. Et là j'avais d'autres rituels, parce que quand j'écris, j'ai d'autres rituels. C'est toujours les mêmes? Non, ça évolue en fonction des différents livres ou oui, pas? des lieux où j'ai écrit. Mon premier livre, je l'ai écrit dans un chalet en Suisse que une personne m'avait prêté et mon rituel c'était d'aller saluer la montagne avant de commencer d'écrire et d'aller la saluer très régulièrement pendant l'écriture. Donc plus une promenade à 4h30, 5h, c'était en plein mois d'août, il faisait encore assez tard clair. Et j'allais me promener, je me forçais à aller me promener, mais c'était aussi avec une intention très consciente de me dire Thierry, tu as la chance, parce que pour moi, la montagne, après l'Égypte, il n'y a pas mieux que la montagne. Il y a l'Égypte d'abord. Mais la montagne, c'est l'environnement où je suis le mieux après l'Égypte. Et du coup, je me dis Thierry, tu as la chance d'être ici au milieu de cette montagne magnifique, près de la chalet. Il ne faut pas que tu t'enfermes juste dans l'écriture, profite de cette montagne. Et donc il y avait un rituel d'aller tous les fins d'après-midi me promener. Donc, mais ça c'était lié à l'environnement. Quand j'ai écrit certains de mes livres en Égypte, dans une petite maison en briques de boue séchée que je louais à un paysan au milieu de la campagne près de la vallée des Rois, et là, mon rituel c'était d'être levé avant que le soleil se lève, de monter sur le toit de la maison, et de regarder le soleil se lever et de le saluer en faisant un petit yoga personnel et puis après de me mettre à écrire. Donc, et puis, enfin, plein de petits rites comme ça mais toujours très conscient, avec souvent plus qu'un besoin dans le rite. Par exemple, en Suisse, là, il y avait bien sûr le besoin d'être relié à la montagne, de profiter de cette opportunité d'y être. Mais il y avait aussi le besoin de ne pas scléroser l'écriture, parce que quand on reste longtemps, j'ai quand même écrit ce premier livre qui comportait plus de 350 pages en 23 jours. Je me souviens. Et donc, le cerveau est comme ça, très très focalisé sur le propos et tout ça. Mais je pense que ça peut nuire au propos et ça peut nuire aussi à la respiration qu'il y a dans le livre. Donc le fait d'arrêter, c'était aussi au service du livre, c'est-à-dire je me force et à aller se coucher avec la frustration de ne pas avoir écrit tout ce qu'on voulait écrire, pour que ça continue à mûrir, à maturer. Et ça, est-ce que c'est un rituel que tu as gardé? Le fait de garder cette espèce de frustration, pas forcément. Non, c'est peu réel. Il y a eu des livres, il y a eu des livres pour lesquels ça s'est produit, d'autres pas du tout. Non. En fonction du besoin, en fonction du moment, en fonction de ce que tu voulais transmettre peut-être? De ce que je sentais. Et après, je peux identifier le besoin, mais c'est d'abord un ressenti. Là, je suis à l'aise, là, je suis pas à l'aise. Et après, tiens, pourquoi je suis pas à l'aise? Parce que j'ai besoin de ça ou j'ai besoin d'autre chose. Mais c'est d'abord un ressenti. Donc le tout premier pas, je dirais, si on devait conseiller à quelqu'un de se reconnecter à ses propres rituels, c'est comment ça se passe dans le corps? Oui, c'est d'être en contact avec soi. Et être en contact avec soi, c'est pas forcément que le corps. Okay. Mais c'est d'écouter tout ce qu'on est. Et on est un être multidimensionnel, on est un être de chair, d'os, d'un corps physique, mais ce corps est habité d'émotions, et ces émotions génèrent des sentiments, des pensées, des croyances, parfois des phrases toutes faites qui ruminent, et donc c'est d'être en contact avec tout ça. Et évidemment, enfin je dis évidemment, pour moi c'est évident, mais il y a une de ces dimensions qui ne triche jamais, c'est le corps. Si le corps est tendu, ben je me dis, ben il faut écouter, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait vivant, fluide, et bon. Et si le corps est détendu, au contraire, je dis, vas-y, laisse faire, ça va. Ou quand il est trop tendu, le but c'est de le détendre pour permettre justement à cette vie de montrer le chemin, parce que la vie connaît le chemin, c'est pas nous qui décidons. Et donc, voilà, moi je ne dirais pas que c'est être que connecté au corps, mais c'est être connecté à tout l'être que nous sommes. Tu vois. Donc, voilà.
Ok, merci en tout cas. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions que j'avais à te poser par rapport à ton nouveau livre. J'ai quand même quelques petites questions à te poser qui sont peut-être plus personnelles. C'est une façon un petit peu d'apprendre à mieux te connaître et puis de voir un petit peu ce qui te vient et ce qui peut inspirer aussi les autres. Alors, en dehors de ton lit, c'est quoi ton plus grand rituel en fait? Mon plus grand rituel actuellement, parce que ça peut varier, mais actuellement, depuis plusieurs mois, je dirais au moins une bonne année, c'est tous les soirs quand je rentre chez moi, j'allume une bougie. Et la bougie elle est allumée en conscience, c'est-à-dire qu'elle est globalement là pour symboliser une reliance à toutes les personnes qui ont traversé ma vie et qui ne sont plus là, que ce soit des gens vivants ou encore ou décédés. Et généralement, en allumant la bougie, il y a une ou deux personnes qui surgissent ce jour-là, et je me relie particulièrement à elles, que ce soit des personnes décédées ou vivantes. Et c'est souvent pour les personnes décédées avec un élan de leur envoyer beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, parce que il me semble que beaucoup d'âmes, en tout cas beaucoup d'âmes, doivent se détacher de personnalités qui ne se pardonnent pas certaines choses, ne se pardonnent pas. Voilà. Et ça, c'est ma connexion avec les âmes. Et après, avec les personnes encore vivantes, c'est souvent pour apurer certaines choses qui sont inachevées, qui sont restées dans un côté un peu trop névrotique que les personnalités ont, et de lâcher ça, et de renvoyer de la lumière, de renvoyer l'amour. Et c'est un rituel tous les jours. Tous les jours. Ok. Et il y a eu quelque chose qui a déclenché ce rituel en particulier? Ce besoin de rituel? C'est parce que, à l'école de la posture juste, en fait, ma façon d'être là, c'est, j'ai pas dit d'enseigner, parce que je pense qu'on enseigne par sa présence avant d'enseigner par ses mots. Et cette façon d'être là, c'est d'être connecté à tout ce qui est là. Donc il y a la personne, il y a tous ces élèves qui sont là, il y a le champ d'énergie que nous constituons, il y a les mouvements de cette énergie qui sont dans ce champ. C'est donc mettre de la lumière sur tout ça, de comprendre pourquoi c'est là, quelle part de notre personnalité génère tout ça, et de ne jamais oublier que au-delà de tout ça, il n'y a que de la lumière, de la conscience, l'esprit éveillé. Et en fait, en tout cas quand moi je suis dans cet état-là, je vois beaucoup de choses. Donc je vois les ancêtres, je vois parfois au-dessus des gens leur lignée qui sont là et qui demandent guérison quelque part. Et donc régulièrement à l'école, on a des petits rituels qui sont des rituels de guérison avec les ancêtres, avec une âme qui rentre encore la vie d'une personne. Et il y a eu ces dernières années, surtout ces 2 dernières années, lors des séminaires d'été, des grands rituels. Alors ça a été extraordinaire. Par exemple, j'en raconte un brièvement dans le livre, où nous étions dans un endroit qui s'appelle l'Hameau de l'Étoile, peu importe. Donc on était une centaine de personnes, les élèves étaient là avec les différents membres du cœur de l'école. Et le thème de notre séminaire d'été, c'était la guérison du masculin et du féminin, en nous et autour de nous. Et pas l'homme, la femme, le masculin et le féminin, leurs archétypes, le yin, le yang. Et en fait, je sentais pendant les 2 premiers jours du séminaire qu'il y avait une lourdeur, il y avait les ancêtres qui étaient là, il y avait toutes ces blessures, tous ces malentendus entre les lignées masculines et les lignées féminines. Et je me disais, waouh, il faut peut-être bien un rituel ici pour libérer tout ça. Et en même temps, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne décide pas à l'avance. Je ne décide pas de ce que j'écris à l'avance. Je ne décide pas. Ça se présente. Je laisse émerger. J'essaie d'être vide pour que ça puisse nous traverser. Ou émerger dans un endroit très profond et que moi j'appelle la conscience. Et en attendant, le 3e jour, le matin, en me levant le matin, j'avais l'impression d'être très connecté à tous ces ancêtres et qu'il y avait un appel à la guérison. Je disais, on va mettre en place le rituel, mais en même temps, sans décider de nous. Et en fin de matinée, il ne s'était rien passé. Et
puis après le déjeuner, j'arrive sous la tente là, et puis tout d'un coup, ça me prend, et je vois une de mes collaboratrices, Véronique. Je me lève, je vais vers elle sans savoir pourquoi je vais vers elle. Je vais vers elle et je lui dis, Véronique, est-ce que tu veux bien symboliser les lignées de toutes les femmes de enfin la lignée féminine de toutes les personnes qui sont ici? Elle me dit oui. Je l'assieds à un endroit dans la tente et puis je vais vers un autre collaborateur, Laurent, je dis, tu veux bien symboliser les lignées masculines? Je l'installe là et on avait une espèce de temple, un moule énergétique, un template, et pendant 6 heures, il s'est déroulé une cérémonie. Chacune des personnes est passée devant les lignées féminines et masculines. Il y en a qui pleuraient, et ils ne savaient pas, ils étaient traversés. Ça se faisait au-delà de nous, à travers nous. C'était extraordinaire. Et donc, si je donne cet exemple, c'est tout simplement pour dire que plus j'avance, plus j'accepte l'aspect chamanique, justement, de la dynamique. Et donc, je me laisse traverser. Et c'est toujours juste, c'est toujours beau, ça apporte toujours de la guérison. Et ce n'est pas des élucubrations intellectuelles, parce que je suis le premier spectateur de ce qui se passe. Mais en attendant, ça m'a inévitablement mis en lien avec plus encore le monde invisible, plus encore le monde des ancêtres. Et c'est à ce moment-là, je pense que, comme ça, progressivement, j'ai pris l'habitude d'allumer cette bougie. Oui. Et ça a correspondu aussi lorsque j'ai senti que, oui, je l'ai senti, que mon père était libéré, parce qu'il est décédé il y a 7 ans, et je pense que là, il est dans une autre état d'être. Alors, pour rassurer tout le monde, je ne prétends pas que mon père vit quelque part dans l'invisible, parce que, personnellement, ça reste une croyance, mais ma perception du réel, et j'ai pas dit la réalité, parce qu'on a tous une réalité différente, mais il y a le réel, et qui contient toutes les réalités, mais c'est justement qu'il n'y a aucune réalité, qu'il faut aller au-delà de la des réalités. Et le réel, pour moi, est une espèce comment ça s'appelle, c'est hors temps, hors espace, hors forme. Et donc, voilà, je n'ai pas de croyance sur les vies intérieures, je n'ai pas de croyance sur la vie après la mort. Tout ça ne m'intéresse absolument pas quelque part, mais je sais que tout ça est là. Mais c'est très compliqué à mettre des mots là-dessus. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. On perçoit quelque chose, mais on n'a pas forcément envie de mettre un mot dessus parce que ça dépasse un peu de le matérialiser. Oui, tout à fait. Oui, ça dépasse l'entendement. Bon, voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Oui, vraiment, très intéressant. Ok, quel est le rituel en fait dont tu aimerais te débarrasser par contre? Un rituel que tu dis je n'en ai pas. Par contre, j'ai des routines, des habitudes, peut-être que je voudrais me débarrasser, mais en même temps, ce serait malhonnête de dire, ce serait malhonnête de dire que je voudrais me débarrasser de certaines de mes routines, et je voudrais parfois juste qu'elles prennent moins de place. Mais m'en débarrasser complètement, non, parce que j'y vois quand même souvent les avantages. Mais ça tourne toujours autour de la propreté chez moi, ce qui est c'est terrifiant. Et donc, et pourtant, comme toute personne un peu rigide, je peux avoir un tiroir en désordre. Il y a toujours un tapis où on met la poussière dessous. Mais en même temps, c'est vrai que je peux me mettre une grosse pression pour que tout soit toujours en ordre, propre, etc. Et ça, je m'honore. Parce que je suis moins raide sur ces sujets aujourd'hui. L'esprit prend toute la place. C'est déjà pas mal, effectivement. Mais je ne veux pas les perdre, parce que j'aime quand même bien mon environnement. Mais bien sûr, comme tu dis, il y a de toute façon quelque chose de bénéfique derrière. Le tout, c'est de savoir où est la limite, où est le curseur entre le trop et le pas assez. Ok, cool. Quel est le livre que tu as écrit dont tu es le plus fier en fait? C'est difficile de dire ça, parce que chaque livre est vraiment, au moment où il est dans ma vie, au moment où il émerge, c'est la chose la plus importante. J'ai pas dit
la chose la plus importante de ma vie, mais en tout cas c'est le livre Mais dans le plus l'instant, important. oui, bien sûr. Et même parfois c'est la chose la plus importante de ma vie. J'ai quand même fait des sacrifices pour écrire certains livres. Quand j'ai écrit La solution intérieure, 2004-2005, paru en 2006, j'ai quand même donné 15 mois de ma vie sans travailler, donc en vivant vraiment avec ce que je pouvais avoir comme réserve, mais en même temps, j'ai tout donné pour le livre. Et c'était 15 mois d'écriture et au moins 8-10 heures par jour. C'était colossal, il y avait 700 références scientifiques. Donc, je suis très fier de ce travail-là parce que non seulement, et je l'ai fait en conscience, je savais qu'il apporterait la guérison entre le guérisseur et le docteur en moi, ou le mathématicien et le poète, quelque part. Et c'était clairement pour ça que je le faisais. Après, oui, pour le partager, mais d'abord parce qu'il y a un truc intérieur qui fait s'apaiser. Et puis parce que j'étais au bout et que c'était un truc qui me faisait peur et que j'ai trouvé le bon ton pour ne pas effrayer des gens qui n'étaient pas du tout, on était en 2006, ça va déjà mieux, mais qui n'étaient pas du tout ouverts à ce qu'on leur parle de méditation, de yoga, en disant que ça avait des effets absolument bénéfiques pour la santé, etc. Des choses qui paraissent évidentes aujourd'hui, qui n'étaient pas évidentes. Ça, on est bien d'accord. Tout à fait. Donc, je suis très fier de ce livre-là. Mais il m'a beaucoup fait grandir, voilà. Et puis il m'a beaucoup offert aussi, parce qu'il m'a ouvert des contacts avec le monde. Donc, mais il y a tout le premier livre aussi de travail de vie, qui est l'audace d'écrire un livre. C'est vrai. Qui est l'audace. Et donc je m'honore aussi d'avoir eu cet élan, d'avoir écouté ça. Et d'avoir été au bout aussi, hein, même si celui-là il s'est écrit très vite, 23 jours. Et puis après, il y a Confidence d'un homme en quête de cohérence, parce que ça c'était vraiment un livre. En 2009, j'étais tombé malade. J'avais une paralysie suite à un épuisement à force de trop voyager, donner trop de conférences, etc. Autour d'un livre qui s'appelait La maladie est-elle un sens, quand même amusant, tomber malade. Mais c'est aussi la preuve pour moi que moi j'écris des livres en fonction de mon parcours aussi. Donc, il y avait une réponse à apporter à cette question. Et du coup, je me suis retrouvé sur mon lit d'hôpital là et je me suis dit mais comment tu en es arrivé à t'épuiser à ce point-là? Et la réponse était Thierry, tu dis pas non, tu veux plaire à tout le monde, tu veux qu'on lise ton livre, donc tu te sacrifies inutilement. C'est ton ego, c'est ta personnalité qui fait ça. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à la cohérence. Et parce que j'entendais beaucoup de gens dire ah, il est cohérent ou il n'est pas cohérent, comme si c'était une valeur morale. Et moi, là, dans cette expérience, je me rendais compte que j'avais été très cohérent. Mais j'avais été cohérent par rapport à ma personnalité. C'est-à-dire que j'avais aligné ce que je pensais, ce que je disais, ce que je faisais, mais juste pour cet être névrotique en moi qui voulait être aimé, qui voulait qu'on lise son livre, La maladie est-elle un sens, jusqu'à s'épuiser et à tomber malade. Et du coup, je me suis dit, la cohérence n'est pas une valeur morale, c'est un outil. C'est un outil de vie qui aligne les énergies, qui fait qu'on ne perd pas d'énergie entre ce qui est pensé, ce qui est dit et ce qui est fait. Et on peut être très cohérent par rapport à des choses très négatives ou très cohérent par rapport à des choses très positives. Hitler était très cohérent. Bien sûr. Il pensait très mal, il était complètement à la marge et psychopathe, tout ce que vous voulez, mais en même temps, il le disait haut et fort et il agissait en fonction de ce qu'il philosophie, effectivement, était très alignée par rapport à ce qu'il l'énergie. Et quand il n'y a pas de perte d'énergie, ça fonctionne. Et mes mères Teresa aussi étaient très cohérentes, parce qu'elle avait une autre façon de penser qui était beaucoup plus en lien avec le cœur et la partie apaisée de l'être, mais en même temps, elle le disait haut et fort et elle agissait en fonction et ça marchait aussi. Donc, j'ai beaucoup réfléchi sur cette cohérence et je suis parti écrire un livre que je voulais écrire sur la cohérence en Égypte. Et en fait, j'ai pas pu l'écrire parce qu'il sortait de ma tête, pas de mon cœur. Et je m'honore d'avoir décidé de ne pas le publier, même si l'éditeur trouvait qu'il était relativement correct, moi je ne trouvais pas. Et j'ai été enterré dans la montagne au-dessus de la vallée des rois. Et je suis retourné 2 ans et demi plus tard en Égypte, écrire Confidence d'un homme en quête de cohérence,
parce que le premier s'appelait Principe de cohérence. C'était beaucoup plus prétentieux. Et là, c'est Confidence, manque de cohérence. Et c'est un livre important aussi parce que c'était le premier livre très personnel. J'ai juste déposé qui j'étais. Oui. C'était tout à fait différent dans ton écriture. Oui, c'était voilà, dire voilà, on est tous les mêmes et on est parfois cohérent par rapport à notre névrose, ou on est parfois cohérent par rapport à cette à être réveillé qui est en nous. Et puis je suis quand même très très attaché à ce livre, Écouter le silence à l'intérieur, parce que lui, pour l'écrire, ça a mis 6 ans, 7 versions et presque une tentative de suicide. Et en fait, je dis presque une tentative de suicide. Et en même temps, je le raconte dans le livre, c'est un livre qui porte le chemin spirituel, la mémoire de l'âme. La personnalité ne laisse pas l'âme s'exprimer. Et moi, je voulais parler du silence parce que je l'avais entendu, mais en même temps, je voulais en parler avec ma tête et ça n'allait pas. Et c'est seulement quand j'ai lâché, mais il a fallu quand même 5 ans pour le lâcher. Et donc pendant 5 ans, j'ai plus écrit. Hein, et de 2012 à 2018, en 2018 est paru alors Écouter le silence à l'intérieur. Et je pense que ce livre-là, c'est le livre de la maturité. Comme ça, c'est bien, c'est fait. Et maintenant, tous les autres, ce seront des cerises sur le gâteau. J'ai plus rien d'autre à dire que de partager des enthousiasmes, des réflexions, mais donc écouter le silence à l'intérieur, tout est dit et tout est silencieux. C'est une apothéose. Ben, en tout cas, on est arrivé au fond là. Qu'est-ce qui reste? Après on se tait. Et si je ne me tais pas, c'est simplement pas là parce qu'on est vivant et qu'on partage, mais il n'y a rien d'autre à dire que ce qu'il y a dans Écouter le silence à l'intérieur. Il y a un livre justement que tu aimerais encore écrire? Plusieurs. Ouais. Il y en a au moins 2 dans le ventre là. Parce que pour moi, un livre c'est un bébé. Hein, donc j'ai pas eu d'enfant, mais pour moi, un livre c'est un bébé. Et donc, ils ont chacun leur gestation. Celui-ci est inventé des rituels. Il n'y a pas eu de gestation parce que, comme je l'ai dit, c'était pas un livre que je portais. Mais je pense que sa gestation, c'était le confinement, justement. Et ce rituel du confinement, qu'il a construit. Mais c'est comme une concrétisation, une concrétion de ce qui s'est passé pendant le confinement. Mais après, oui, il y a 2 livres qui sont bien là. Et j'ai hâte d'avoir de l'espace pour les laisser venir. Il y en a un qui m'impressionne beaucoup. Et donc je prendrai le temps de l'apprivoiser parce qu'il m'impressionne beaucoup et parce qu'il parle de l'amour. Et puis il y en a un sur l'Égypte et celui-là m'impressionne moins, mais voilà, il faut que tous les dieux soient avec moi. Oui, je sais que tu étais en chemin au départ pour ce livre, avant d'écrire celui-ci d'ailleurs. Oui, parce que je voulais en 2012, en 2022, j'ai eu 60 ans. Parce qu'en 2012, j'ai eu 50, fatalement. Et il y a eu Confidence d'un homme manqué de cohérence, qui était comme une espèce de bilan. Et je m'étais dit, waouh, pour mes 60 ans, 10 ans plus tard, ce serait génial d'écrire ce livre que je porte, qui parle de l'Égypte. Et de ce que l'Égypte, moi, m'a apporté, m'a fait comprendre, m'a permis d'apprivoiser de ce monde non visible, spirituel. Et en fait, l'Égypte est une civilisation chamanique, très puissante. Et en fait, j'ai commencé à l'écrire, et puis j'espérais qu'il sorte pour mes 60 ans, et je n'ai pas eu la disponibilité matérielle, intellectuelle. Et donc, plutôt que bâcler, j'ai dit, ce sera plus tard. Ce sera peut-être pour mes 70 ans, 70 ans. En tout cas, une belle aventure par rapport à ces livres. Oui, parce que quand les livres, en tout cas, je ne vais pas en faire une théorie, mais dans mon vécu, quand un livre veut venir, il se passe beaucoup de choses, des rencontres, des synchronicités, mais pas que pour ce projet sur l'Égypte. Hein. Il y a comme ça, comme si tout voulait nourrir la vision qui commence à se matérialiser. Et ça, j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup et je laisse venir, quoi.
puis il y a des livres qu'il ne faut pas écrire trop tôt. Je pense. C'est pas qu'il ne faut pas les écrire trop tôt, les livres doivent sortir quand ils sont prêts, mais en même temps, maintenant, et ça j'aurais pas parlé comme ça il y a 15 ans, d'ailleurs un éditeur, quand j'avais écrit Vivre en paix, m'avait dit non, c'est trop tôt, tu ne dois pas écrire un livre comme ça maintenant. Il voulait que j'écrive La solution intérieure, lui, un livre qui parle de médecine, tout ça, mais c'était pas le moment. Et j'avais écrit Vivre en paix, donc il a quand même été publié. Mais c'est vrai que c'était trop tôt, parce que enfin, c'était trop tôt, c'était nécessaire et c'est une étape sur le parcours, mais j'aurais pu l'écrire avec beaucoup plus de force et de profondeur si j'avais attendu. Et parfois attendre, ça a du bon, parce que c'est le bon timing. Oui, ça permet de maturer, de vivre les expériences qui donnent la légitimité d'écrire. Parce que parfois on a une vision, on a une compréhension, mais a-t-on déjà la légitimité? Il faut parfois quelques expériences. Tu en parles d'ailleurs dans le livre, oui. cette histoire de légitimité. Oui, est-ce que j'ai vraiment vécu ce dont je parle? Bien sûr. Après, je ne critiquerai jamais quelqu'un qui n'a pas forcément vécu ce dont il parle, mais c'est un autre exercice, c'est un autre positionnement qui a son utilité, mais c'est pas mon histoire à moi. Ok. Est-ce qu'il y a un livre chez d'autres auteurs que tu aurais voulu toi écrire? Ah oui, oui, alors j'aurais voulu l'écrire, mais j'aurais pas voulu avoir justement le vécu qui donnait la légitimité d'écrire. C'est donner du sens à sa vie, Man's Search of Meaning, l'homme en quête de sens, ou la quête de sens de l'être humain, de Viktor Frankl. Okay. Et quand je dis que je n'aurais pas souhaité vivre les expériences qui m'ont rendu légitime pour l'écrire, c'est parce qu'il l'a écrit en sortant des camps de concentration. Mais c'est un livre puissant, oui, profond, puissant, simple, direct, concis, mais efficace. À lire en tout cas. Oui. Ok. Et alors peut-être un autre livre d'un auteur moins connu qui est décédé maintenant, qui s'appelle Jean Montbourquette. Ah oui, tout à fait. Apprivoiser son ombre. Ah oui, fabuleux. Oui, parce que ce livre-là, c'est un livre qui m'a, pour le coup, mis de la lumière sur l'ombre au moment où j'ai quitté mon métier de chirurgien. Et donc, je suis tombé dessus par hasard dans une librairie. La résonance s'est faite, je l'ai acheté. Et en fait, je crois que c'est le premier livre de développement personnel, d'approfondissement spirituel que j'ai lu dans ma vie. Mais j'ai été très impressionné par la clarté, la pertinence, la fulgurance du propos. Et donc oui, ça j'aurais bien aimé écrire un livre comme ça. Je te comprends. Ouais, pour l'avoir lu plusieurs fois, je trouve qu'effectivement c'est pertinent, c'est très très juste, très aligné. Et j'aime beaucoup effectivement cet auteur. Donc très chouette. Quel serait en ce moment, on va terminer sur ça, ton mantra? En fait, j'en ai deux. Il y en a un qui est officiel et un qui est secret. Alors, on va parler de l'officiel. L'officiel, c'est le Gayatri Mantra parce que je le chante régulièrement, je le chante à l'école, je le chante quand je fais encore les méditations, puisque maintenant, ces méditations, c'est généralement une fois par mois. J'ai gardé comme ça un lien avec cette communauté une fois par mois. On chante le Gayatri Mantra, qui est quand même une des plus vieilles prières encore dites aujourd'hui, qui vient de l'Inde védique, et qui est une prière au soleil, à la lumière, à la conscience, et qui demande à la lumière d'éclairer nos mental apeurés pour qu'on puisse mettre nos égos agités au service du plus grand que nous qui est en nous. C'est ça qu'on entend dans ce chant. Et c'est le chant des yogis, c'est le mantra des yogis qu'on devrait d'ailleurs réciter avant toute séance de yoga. Et donc oui, il est très présent, je le récite très souvent, comme ça. Mais quand on le récite au moins 9 fois d'affilée. Parce qu'on fait un cycle complet. Quand on arrive à 9, on est à 10, 10 c'est 1, on recommence un cycle. Ou un multiple de 9. Et puis il y a mon petit mantra plus privé, qui est un mantra égyptien. Mais oui, qui m'est venu
une séance d'ayahuasca, Intéressant. où je me suis mis à parler l'ancien égyptien. Et c'était très intéressant cette expérience. Et est venu ce mantra, et donc oui, je le récite régulièrement. Beaucoup de choses qui t'attendent dans ces prochains mois? Le Gayatri Mantra, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Om Bhurbo Vahasvaha Tatsavitur Varenyam. Tu le connais? Je connais, oui. Yo-yo Je ne sais pas le citer, mais je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Oui. Mais voilà, et des choses pour les mois qui viennent, c'est Ouais. ça la question? Je sais pas. Il y a des choses obligatoires, c'est-à-dire se reposer un petit peu. Je pense, oui, ouais. nécessaire. Après le séminaire d'été de l'école, qui a lieu toujours au mois d'août. Et puis il y aura la reprise de l'école au mois de septembre. Et puis la fin d'un chantier, parce que je vais déménager, et il y a un chantier qui est en cours, et un déménagement sans doute au mois d'octobre ou au mois de novembre. Donc ça fera, il y a assez pour la fin de l'année. Et un retour en Égypte au mois de décembre. Ok. Tu retournes sur tes terres. Enfin, parce que je ne suis plus allé depuis 2020. Or, depuis l'âge de 25 ans, j'y allais tous les ans. Ah oui, ok. Donc, quand j'ai tous les ans, il y a eu des périodes où 2-3 ans, je n'y allais pas, mais en moyenne, oui, j'y ai vécu, donc c'est chez moi. Okay. D'accord, un vrai grand retour. Je ne suis pas chez moi à Bruxelles, je suis chez moi à Luxor. Donc oui, je retourne en Égypte. Bien. En tout cas, merci pour ta générosité, merci d'être venu, merci de nous avoir partagé donc ton nouveau livre qui, je le représente ici, donc inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain, donc aux éditions Guy Trédaniel, et donc il vient juste de sortir. Donc on le retrouve pratiquement dans toutes les librairies, chez World of Nature aussi, sur les sites. Et si on veut communiquer avec toi, on peut envoyer, je suppose, un mail sur... il y a le site internet voilà, thierryjanssen.com et puis le site de l'école de la posture juste, edlpj.org. Ok, super. Donc si vous êtes intéressé, il y a toujours moyen effectivement de pouvoir envoyer un petit mail. Et encore merci, on te souhaite en tout cas le meilleur pour ces prochaines semaines, ces prochains mois, et un bon retour en Égypte. Ouais, bonne vie. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.